aux personnes qui nous ont rejointes. On est donc là pour notre brunch radical. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est un brunch radical? C'est donc un groupe de militants écologistes qui appartiennent à la tendance radicalement vôtre et qui ont décidé à peu près, alors on essaye tous les 15 jours, mais voilà, toutes les 3 semaines, c'est presque ça le rythme qu'on a, d'organiser un temps d'échange sur les éléments qui font nos valeurs, qui sont les éléments sur lesquels on a envie d'agir aussi au sein du parti. Et donc, on défend ces idées et on échange ces idées avec des experts, des personnes avec qui on discute et qui permettent aussi d'enrichir notre propre réflexion. Et donc, on fait ça autour d'un brunch, chacun chez soi, avec ses petits croissants, son petit café, son thé. Donc, on espère que vous êtes prêts. On se donne 1 heure. Ça veut dire qu'à 11h30, si la conversation n'est pas terminée, bah, on devra quand même y mettre fin et peut-être se donner d'autres endroits. Mais voilà, en 1 heure, on peut déjà bien discuter. Et donc, ce matin, on est ensemble pour parler d'éthique, éthique et politique. Alors, après l'épreuve de philosophie de la semaine dernière, on se remet à la philo avec des questions d'éthique et on essaie de répondre à la question comprendre l'éthique pour penser la politique. Alors, pour ça, on est rejoint par 2 personnes de qualité. Je vais vous laisser vous présenter. C'est Lila et Orlando. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous? Lila, peut-être pour commencer? Oui, du coup, moi je suis masterante en psychologie sociale et environnementale. Je travaille notamment sur les questions d'écologie, de spécisme et de sexisme. Et à côté, je fais de la vulgarisation sur Internet avec différents formats où je parle de ces sujets-là voilà, en ligne pour faire de la vulga et puis pouvoir un peu, j'essaye de faire la transmission entre le savoir scientifique et le terrain, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci. Orlando, tu veux nous dire quelques mots sur toi? Oui. Du coup, moi, je suis créateur du collectif Réplique Éthique qui vise à faire de la vulgarisation sur les sujets liés au sentientisme, à la justice sociale de manière générale, notamment avec un axe très éthique et argumentation logique. Voilà. Merci. Et donc, bah, moi, je me suis pas présentée. Je suis Émilie Ducourant. Je suis donc militante au sein de Radicalement Vôtre. J'y connais pas grand-chose en sentientisme. Est-ce qu'on dit bien comme ça? Oui, sentientisme. D'accord, parce que j'ai déjà entendu sentience. C'est 2 choses différentes. Oui, mais c'est lié. Ok. Donc voilà, niveau vraiment très très limité. Je suis très très contente d'être aujourd'hui pour progresser sur ces questions-là. Et voilà, par contre, les questions d'éthique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que ça nous concerne tous sans qu'on mette forcément les mots dessus, parce que quand on est militant, on est aussi militant au nom de valeurs. Et c'est surtout de ça dont on pourra parler ce matin. Alors, je vais vous laisser démarrer avec une première question. On a prévu quelques questions pour tout le monde. Bien sûr, si vous avez envie d'intervenir, de poser une question, vous pouvez le faire. Il suffit de lever la main et vous pouvez prendre la parole. Je distribuerai la parole de manière paritaire. Si vous préférez poser une question dans le chat, vous pouvez le faire aussi. Donc vraiment, pour tout le monde, n'hésitez pas à participer aussi à cet échange. Et donc, je remercie aussi Steven qui a préparé cet échange. Et donc, je vais m'appuyer sur ces questions. Pour démarrer, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle d'éthique aujourd'hui? Quel est le rapport entre l'éthique et la politique pour vous? Quels sont les liens que vous faites entre ces notions? Bah, en réalité, t'as un peu déjà donné la réponse. Si on veut le dire très simplement, c'est que nos valeurs politiques s'appuient sur des valeurs morales. Du coup, pour développer peut-être un petit peu, en fait, quand on fait des choix politiques, quand on fait des propositions politiques, on a besoin de valeurs, on s'appuie là-dessus. Et, euh, et on a besoin à la fois d'un élément descriptif, d'un fait, on s'appuie sur quelque chose de réel, un lien de causalité par exemple, et d'un élément normatif, une valeur. Par exemple, si on propose de plafonner les loyers pour que les gens puissent se loger décemment, l'élément descriptif factuel, c'est que limiter les loyers, ça permet à plus de gens d'avoir accès à un logement. Ça, c'est quelque chose de factuel. Et il faut ajouter une valeur derrière, parce que si on dit juste
ça permet à plus de gens de se loger. On n'a pas dit que c'est souhaitable. Et du coup, la valeur derrière, c'est qu'on trouve que, effectivement, le fait que les gens puissent se loger, c'est une bonne chose. Et donc, il y a une valeur derrière. C'est juste que c'est pas toujours explicite. Là, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord pour dire que oui, que les gens meurent dans la rue, c'est pas tip-top. Et du coup, on a, en général, enfin, dans ces cas-là, pas besoin d'expliciter la valeur, mais pourtant, elle existe bien. Elle est bien présente derrière. Et donc, toutes les propositions politiques, elles répondent à ce principe. Elles sont des propositions morales, finalement. Vraiment, je voulais insister là-dessus, mais même les trucs qui paraissent neutres ou dénués de toute valeur morale le sont pas en réalité. J'ai un exemple qui est tiré d'un très bon article dont je vous mettrai le lien après qui s'appelle Vaccine tes mioches versus Arrête la viande de Florence Delry, distinguer la bonne injonction de la mauvaise, où elle montre par exemple que les campagnes de santé qui encouragent à mettre le préservatif, en général, elles sont très injonctives. Elles disent protégez-vous, les préservatifs protègent des IST, etc. Mais ça nous dit pas qu'il faut le faire, et c'est bien parce que derrière, on considère que c'est pas ouf que les gens meurent ou tombent malades, qu'on considère que c'est une bonne chose que les gens puissent se protéger et de faire de la sensibilisation là-dessus. Donc c'est une valeur qui est tellement partagée qu'on n'a même plus besoin de le dire et qu'on voit pas que derrière il y a un principe moral, mais ce principe moral il est bien là, et donc c'est vraiment le cas dans toutes les propositions politiques. Donc, on a besoin à la fois de connaître l'état du monde, de savoir comment fonctionnent les choses, c'est quoi les effets d'une action donnée. Par exemple, j'ai besoin de savoir que les préservatifs protègent effectivement des IST, mais on a aussi besoin de connaître nos valeurs, de savoir quel est notre système moral, pour utiliser les mots de philo. Et c'est parce que je pense que c'est souhaitable que les gens ne soient pas malades ou meurent des maladies que j'estime que c'est important d'encourager les gens à se protéger. Et donc c'est ça qui permet d'orienter nos actions et de soutenir les propositions les plus pertinentes possibles. Et c'est aussi ça d'ailleurs qui nous permet de discuter avec les autres. Mais on apprend dans une certaine mesure à avoir accès aux faits. Donc par exemple, on nous apprend à faire des recherches, à trouver des sources, on nous donne des chiffres, des données sur l'efficacité des politiques publiques, ce genre de choses. Mais par contre, on nous apprend jamais à réfléchir à nos valeurs, à comprendre quelles sont nos valeurs, quel est notre système moral. Et pourtant, il y a bien des méthodes, et on l'a vu, c'est vraiment indispensable. Et donc, l'idée de l'échange aujourd'hui, c'est de voir comment on construit un système moral, quelles sont effectivement nos valeurs, parce qu'on l'a vu, on en a besoin. Je sais pas, Orlando, si tu veux compléter des trucs là-dessus. Il y a peut-être un truc qu'on peut préciser en plus, c'est que généralement quand on est dans le domaine de la politique, dès qu'on commence à parler de morale, on va rapidement essayer de euh, euh, réfuter ou plutôt de rejeter en fait, parce que c'est pas justement une réfutation, mais de rejeter tout ce qui va être de l'ordre de la morale. Peut-être parce qu'on a une mauvaise image de ce qu'est la morale et qu'en fait on associe ça à des principes qui seraient par exemple de l'ordre de la religion où en fait il y aurait des choses qui seraient moralement bonne et on invoquerait ça pour faire taire l'opposition. Alors que aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et comme Lila l'a dit juste avant, en fait, ça va être très compliqué en fait, c'est même impossible d'énoncer ou de produire des énoncés qui sont prescriptifs, qui nous disent ce qu'on doit faire sans invoquer des valeurs et donc en fait finalement sans faire de la morale. D'ailleurs, quand on va nous dire il ne faut pas faire la morale, en soi, l'argument, il s'autodétruit, puisqu'à partir du moment où il est énoncé, vu que c'est lui-même une injonction morale, eh ben, il ne devrait pas être énoncé. Et si on dit il ne faut pas faire la morale, bah, donc il ne faut pas dire qu'il ne faut pas faire la morale. Donc en fait, c'est comme si on n'avait pas parlé. C'est pire que si on n'avait pas parlé. Tu as dit aussi quelque chose qui retient mon attention, c'est finalement, on ne se pose pas la question de nos valeurs. C'est comme si on était né avec, ou alors peut-être on les reçoit quand même de l'éducation de nos parents. Si jamais je pense que les gens ne doivent pas dormir dehors, c'est parce que ben voilà, je vis dans un cercle de solidarité. J'ai aussi eu la chance de recevoir ces valeurs-là. Mais finalement, ben, le système moral, tu nous dis que on peut le construire. C'est un petit peu ce que je comprends, et donc c'est intéressant de se questionner sur ce système moral. Alors, je vais passer à la deuxième question. Justement, ce système moral, comment on peut le déterminer aussi? Comment peut-être chacun se construit son propre système moral? Mm. Je vais d'abord juste réagir à ce que tu as dit juste avant. Je pense que c'est une remarque intéressante et importante qu'effectivement, nos valeurs morales, elles sont assez situées et elles dépendent aussi du contexte social, du milieu dans lequel on a grandi, ce genre de choses. Mais l'enjeu ici, c'est surtout de... En fait, en général, on a des valeurs. C'est juste que on a du mal à remonter un peu à ce qu'on pourrait appeler la valeur racine, ce qu'on appelle les axiomes moraux, les principes de base en fait qui guident nos positions.
Et l'enjeu, en fait, c'est de remonter à ce truc-là. Parce que souvent, je brûle un peu les étapes, mais on y reviendra après. Mais souvent, par exemple, on va dire, je sais pas, je suis pour la justice sociale, ou je suis pour l'égalité, etc. Et ça, c'est des valeurs. Mais est-ce que c'est nos valeurs de base? Ah, c'est pas tellement sûr, en fait. Est-ce qu'on est pour la liberté de façon absolue? En général, quand on creuse un peu, on l'est pas. Et en fait, c'est juste que la justice ou l'égalité, c'est un moyen pour satisfaire, enfin pour aller vers nos principes moraux de base. C'est ça qui permet certaines choses qui sont vraiment importantes. Mais comme je disais, on y reviendra un peu après. Du coup, je vais juste cadrer un peu donc les éléments qui peuvent constituer un système moral. Donc ici, quand on parle d'éthique, on parle d'éthique normative. C'est une partie de l'éthique qui vise à répondre à la question de c'est quoi une bonne action. En gros, c'est quoi ouais, quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal. En général, pardon, non, en philosophie, on distingue trois positions. Il y a le déontologisme, le conséquentialisme et l'éthique de la vertu. Donc le déontologisme nous dit qu'une action est bonne si elle suit certaines règles. Par exemple, il ne faut pas mentir, quelles qu'en soient les conséquences. Donc une personne déontologue, elle va dire je ne mens jamais parce que c'est une règle absolue et il faut suivre cette règle et du coup je ne mens pas. Le conséquentialisme, lui, il va dire qu'une action est bonne selon les conséquences qu'elle a. C'est pratique, c'est dans le nom. Donc, selon le conséquentialisme, on va dire que mentir, bah, des fois ça peut être bien comme des fois ça peut être mal. Par exemple, si je mens à quelqu'un sur son lit de mort pour éviter de lui faire de la peine et que personne n'en saura jamais rien, que la personne elle-même en saura jamais rien, bah, peut-être que finalement c'était une bonne action et que mentir, ça aurait causé du tort et que du coup l'action aurait été plus mal que... pardon, ne pas mentir, ça aurait causé du tort et peut-être que du coup ça aurait été plus mal que de mentir à la personne. Et finalement, on a l'éthique de la vertu qui nous dit qu'une action est bonne plutôt selon les intentions de la personne qui agit. Du coup, c'est la façon dont on se positionne personnellement et l'intention qu'on y met qui fait que l'action est bonne ou mauvaise. Je te laisse la parole, Orlando, si tu veux rebondir là-dessus et compléter. Mila, et je veux bien un complément, peut-être que c'est Orlando qui l'apportera. Marianne nous met dans le chat que morale et éthique au niveau étymologique, bah, ça veut dire la même chose. C'est aussi, moi je suis prof, hein, je suis pas prof de philo, mais c'est ce que je dis à mes élèves quand je parle d'éthique et de morale, je leur dis, bon, c'est la même chose. Morale, c'est le mot latin, éthique, c'est le mot grec, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut employer un mot pour l'autre, ça vous va? Oui, ici, nous, enfin, on considère que c'est des synonymes et qui sont interchangeables. On sait qu'il y a des débats, certaines personnes qui les distinguent, qui argumentent que c'est pas tout à fait la même chose, mais ici, on considère que c'est synonyme et on utilise les deux de façon complètement interchangeable. Ok. Merci pour la question. Est-ce que Marianne, tu veux dire un petit mot comme c'était ton intervention? Oui, j'ai juste mis ça pour information, justement, pour que les gens qui écoutent se posent pas justement la question de est-ce que c'est la même chose? Alors, en effet, ça s'est pas développé de la même façon dans l'histoire de la philosophie. Il y a eu des courants, et notamment plus religieux, qui sont appuyés sur la morale, et donc l'éthique s'est déreligieux un peu dans le sens. Mais en effet, je voulais juste mettre ça comme support. J'ai Donc, une question à poser, mais peut-être j'attends un petit peu que vous développiez vos idées. Je reviendrai après. ok, si tu veux. Et donc, on revient avec Orlando sur cette question. Alors, est-ce que j'ai bien compris, l'éthique normative, c'est le déontologisme. Et après, on a le conséquentialisme et l'éthique de la vertu qui sont d'autres manières d'aborder les valeurs. Non, plus exactement, en fait, l'éthique normative, c'est juste la grande catégorie qui est une partie spécifique de l'éthique, parce qu'en fait, en philosophie, on a par exemple la métaéthique qui vise à réfléchir sur... comment t'expliquerais la métaéthique? Qu'est-ce que l'éthique? Voilà, qu'est-ce que l'éthique? Ce qui est une question un peu complexe de... ouais, voilà. Et ensuite, il y a l'éthique normative qui est du coup vraiment la question de c'est quoi une bonne action? En fait, Mhm. oui, c'est quoi une bonne action? Quand on fait une action, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Selon quel principe? Et là, il y a différents courants, du coup, le déontologisme, le conséquentialisme et l'éthique de la vertu. Ok, merci. Orlando, je te laisse reprendre. Oui, et du coup, bah, on peut adhérer à l'un de ces principes donc moraux, à un de ces systèmes moraux différents, et que ce soit le déontologisme, le conséquentialisme ou l'éthique des vertus. Il y a même des gens qui se revendiquent d'adhérer à plusieurs en même temps. Euh, et,
le, malgré ces systèmes-là, on peut remonter aux valeurs racines. Enfin, à l'intérieur de ces systèmes, il va y avoir des valeurs racines. Et donc, c'est ce que disait Lila tout à l'heure, si on dit qu'on défend la liberté, est-ce qu'on la défend de manière absolue? Ça serait une règle. Il faudrait toujours aller vers la liberté en tant que soi, ou bien la liberté, est-ce que c'est instrumental? Et donc, pour savoir si cette valeur, c'est bien une valeur racine, c'est-à-dire un axiome de notre pensée, c'est un point de départ dont on ne peut pas remonter encore en amont, eh bien, on doit se questionner, et pour ça, il y a des méthodes, notamment l'entretien épistémique, qu'on peut faire avec soi-même, où en fait, on peut soi-même se demander pourquoi on pense ce qu'on pense. Par exemple, si je me dis, euh, est-ce que la liberté, c'est une valeur en soi que moi j'ai, eh ben, je vais pouvoir me demander pourquoi est-ce que je pense que la liberté, c'est quelque chose de bon. Est-ce que je pense que la liberté, c'est quelque chose de bon parce que ça permet aux personnes de suivre leurs préférences et donc d'être plus heureux. Donc finalement, ma valeur racine, ça serait plutôt le bonheur et pas l'augmentation du bonheur, donc, et pas la liberté en soi. La liberté, elle serait instrumentale pour atteindre cet objectif de bonheur. Ça peut aussi être quelqu'un qui est libre, va pouvoir éviter les injonctions, les oppressions, les choses qui lui nuisent. Et donc, en fait, là, le principe, ça serait la valeur racine, c'est la souffrance pose un problème et la liberté permet d'échapper à la souffrance. Euh, donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à soi-même pour questionner ses propres valeurs. Et on peut aussi utiliser la méthode de l'équilibre réfléchi qui vise à essayer de contredire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si je pense que la liberté, c'est euh, ma valeur racine, je vais essayer de me dire, OK, qu'est-ce qui pourrait contredire ce que je viens de dire? Et donc là, on peut faire des tests. On fait des expériences de pensée dans lesquelles on va tester, on va isoler la liberté par rapport à d'autres principes, ou on va essayer de voir ce qu'on apprécie dans la liberté. Et en faisant un jeu comme ça euh, de ciblage où on va tester chaque paramètre de la liberté, on va pouvoir se dire, OK, c'est bien la liberté en soi, ou c'est autre chose que je, je pensais que la liberté était, ou alors qui faisait partie des paramètres, des critères qui rentraient dans la liberté. Euh, et, et, et ça va me permettre de voir si c'est bien la liberté ou pas. Je vais peut-être essayer de trouver un exemple pour ça. J'en ai un si jamais Ouais, tu veux. Ouais, vas-y. on peut mettre en balance certains éléments. Par exemple, si je dis que la liberté c'est important, est-ce que si je dis ok, bah, par exemple, je laisse mon très jeune enfant totalement libre, il est libre, il a vraiment la valeur de liberté, elle est primordiale et du coup je le laisse complètement libre. Est-ce que je trouve que c'est une situation souhaitable par rapport à une certaine restriction de liberté? Par exemple, bah, je vais l'obliger à faire des vaccins, je vais lui interdire de manger tous les bonbons qu'il veut, je vais l'obliger à aller à l'école ou en tout cas à recevoir une éducation. Donc c'est une situation où il y a moins de liberté, mais laquelle de ces deux situations est souhaitable ou est la plus préférable? Est-ce que c'est celle où il y a une totale liberté ou c'est celle où il y a une restriction de liberté avec d'autres éléments? Je pense que la plupart des gens choisissent celle où il y a une certaine restriction de liberté, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est satisfait par une restriction de liberté qui est plus important. Par exemple, je vais lui éviter de manger trop de bonbons et du coup d'avoir des caries, de souffrir, etc. Et en fait, il se trouve que là, ma valeur racine, c'est éviter la souffrance. Donc ça nous permet comme ça en mettant en balance certains éléments, de voir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus souhaitable. J'espère que l'exemple était à peu près clair. Ouais, très intéressant. En plus, l'idée de valeur racine, nous, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Nous, on est les radicaux, radicalement vôtres, et le terme, ça renvoie aussi à l'idée de racine. On remonte aussi à la racine de nos valeurs, et donc là, on se rend compte que finalement, la racine, nos valeurs, ne suffit pas à déterminer si notre action est bonne ou pas, en fait. C'est un petit peu ça que vous nous expliquez, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte quand on prend une décision et la valeur, ça reste la racine, l'origine, mais il y a aussi la conséquence de nos actions, par exemple, qui va être important pour mieux agir. Et donc, pour déterminer ce qu'on appelle nos axiomes moraux, c'est ça qu'on appelle les axiomes moraux. Et donc, on les détermine en fonction de nos valeurs racines, mais pas seulement. Alors, en fait, les axiomes moraux, c'est ce qu'on va essayer. Pardon, tu voulais rebondir, Lila. Non, j'allais juste dire que ici on utilise axiomes moraux et valeurs racines comme un peu des synonymes. C'est juste que axiome moral, c'est le terme philosophique utilisé dans la recherche, et valeur racine, c'est peut-être un terme un peu plus parlant, je pense, parce que axiome, c'est un mot quand même qu'on n'utilise pas au quotidien, quoi. Donc pour moi, c'est un peu un synonyme les deux, et l'idée c'est de remonter à ce truc-là.
Ouais, d'accord. Donc là, on va peut-être rester sur valeurs racines pour comprendre de quoi on parle. Je vois que Myriam, tu as une question ou une intervention. Oui, moi j'avais une question par rapport à justement les parents qui veulent le bien-être de leurs enfants et en même temps ils ne font rien, enfin je caricature un petit peu, ou ils ne pour euh, pour envisager une planète à 4 degrés, quoi. C'est la valeur qu'ils ont, la valeur racine, c'est effectivement le bien-être de leurs enfants. Ils veulent pas d'un monde qui soit pourri et en même temps, il manque un élément pour justement prévenir ça, quoi. Voilà, c'était ma question. Oui, j'ai Euh, aussi l'impression, comme Myriam, que la valeur racine ne suffit pas pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'on a tous envie de bien-être pour nos enfants et pourtant, on fait parfois le contraire. Alors, comment ça se fait? Euh, Là, on va arriver sur en fait plus de la psychologie et de la psychosocio, parce que l'éthique normative, c'est pas la même chose que l'éthique appliquée. Et en plus, c'est-à-dire qu'on peut très bien estimer qu'il y a des choses qui sont idéales. On a un système qui nous permet de jauger ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais en pratique, on peut complètement faire autrement. C'est encore autre chose. Et on peut parfaitement se tromper dans son application alors qu'on ne s'est pas trompé enfin, on ne s'est pas trompé, je vais mettre des guillemets, mais j'y reviendrai plus tard, dans son système moral. On peut avoir un bon processus de décision, d'évaluation de ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et on peut faire de mauvais choix quand on essaye d'appliquer ces principes. Et au-delà de ça, il y a toute une dimension psychologique où effectivement, pour passer à l'action, en fait, il va falloir euh, avoir certains facteurs qui font que les valeurs ne suffisent pas et la connaissance ne suffit pas. À un moment, il faut qu'il y ait une impulsion qui est d'un autre ordre. On va souvent parler de dissonance cognitive où en fait, si les gens savent ce qui est bon de faire et quoi faire, ce qui va les retenir, c'est que leur confort de maintenir leurs habitudes est supérieur à l'inconfort de les maintenir. Et la dissonance cognitive, c'est le mal-être qu'on ressent face justement à cette incohérence. Si cette dissonance, elle n'est pas suffisamment importante, elle ne peut pas produire de changement. Voilà. Donc, on va faire référence à des valeurs qu'on a et à un moment, il y a une charge émotionnelle qui fait que on va changer de comportement parce que bah, malgré tout, c'est trop fort ce qu'on pense, ça nous met trop en inconfort, ça nous met trop en malaise. Et donc, on va se dire, OK, bon, c'est moins coûteux pour moi de changer et donc, effectivement, je vais faire quelque chose. Alors là, pour l'exemple des enfants, c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est possible que malgré les valeurs, et il y ait quelque chose d'autre qui fait que ça n'aille pas, c'est que par exemple, ben, soit il n'y a pas conscience du problème réellement, et donc c'est pour ça que la dissonance n'est pas si haute, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences réelles, on les connaît, mais ça suffit pas pour avoir une réponse émotionnelle, pour se dire, ah oui, je sais que c'est grave, mais en fait, je ressens que c'est grave. Et c'est aussi possible que juste les gens n'y croient pas, se disent, bah oui, je veux le bien-être de mes enfants, je veux pas un monde à 4 degrés, mais de toute manière, il ne va pas y avoir de monde à 4 degrés. Et donc là, c'est sur les euh, prémices descriptives qu'il va falloir travailler et pas sur les valeurs. Les valeurs, elles sont effectivement là, c'est sur la connaissance du monde qu'il y a un souci. Oui, c'est vrai que ces connaissances, ces dissonances cognitives, on les ressent. C'est un petit peu enfin, il y a une phrase qui revient souvent, c'est on est tous pétris de contradictions. C'est-à-dire, oui, on aurait envie d'agir de telle manière et finalement, bah, dans le quotidien, on choisit souvent la facilité et c'est ça qui peut détruire aussi la personne presque. Enfin, en fait, peut-être ça a tendance à affaiblir nos valeurs. Enfin, c'est peut-être comme ça qu'on peut le vivre sur le plan psychologique. Alors, on va revenir un petit peu aux valeurs racines. Comment on les détermine, ces valeurs racines? D'où elles viennent? Est-ce que, on a parlé tout à l'heure de l'éducation, on a parlé tout à l'heure de l'origine sociale. Est-ce que c'est ça principalement qui détermine nos valeurs racines? Je pense que c'est une question qui est assez euh, compliquée, qui rentre vraiment très dans la technicité. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui peuvent vraiment y répondre, mais on peut se dire que c'est une espèce de bouillon d'un peu tout ça, parce que, il y a forcément des côtés biologiques, puisque comme nous sommes des êtres sentients, c'est-à-dire qui sommes capables d'expérimenter bah, justement des expériences positives ou négatives, il va y avoir des choses que, à titre personnel, on va déjà juger comme étant néfastes ou désirables, sans
parler d'un plan moral. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, on pense que c'est intrinsèquement bon, par exemple, de ne pas avoir faim. On n'est pas en train de dire que moralement, les gens doivent nous nourrir. Euh, Par contre, ces valeurs-là, de base, de ce qu'on estime être intrinsèquement bon, ça peut produire, intrinsèquement bon ou mauvais, pardon, pour l'individu lui-même, ça peut produire des valeurs morales. On peut s'aligner sur ces principes-là pour dire ce qui est effectivement bon ou mauvais dans la manière de traiter les autres. Euh, et donc, bah, forcément, nos valeurs, elles vont être orientées en fonction donc de c'est la manière dont on est construit, nous, biologiquement, nos affects, nos émotions, mais aussi de la construction sociale. Donc, ça va autant de notre identité, la manière dont les gens nous perçoivent, que euh, euh, la culture dans laquelle on a baigné, la pression sociale qu'il y a sur nous pour faire telle ou telle chose. Et le truc, c'est que ça contribue au fait qu'on n'est pas en maîtrise, généralement, de notre système moral. Parce qu'on reproduit beaucoup les valeurs de la société, on y adhère un petit peu par défaut, c'est des impensés, voire même c'est un peu, on les apprend comme des évidences. On a l'impression que c'est logique, par exemple, d'être contre la mort ou contre le fait de tuer. Bon, là, je prends quelque chose d'assez caricatural. Je pense qu'effectivement, si on dit ici, là, si on pose la question à tout le monde de est-ce que c'est mal de tuer quelqu'un, on va plutôt naturellement répondre oui, parce que c'est un principe qu'on partage. Mais si on dit pourquoi est-ce que c'est mal, on va peut-être avoir plus de mal à expliquer euh, pourquoi c'est mal. Et c'est là que c'est intéressant justement de connaître son système moral pour savoir pourquoi on pense que c'est mal de tuer, pourquoi on pense que c'est mal de mentir dans certains cas ou de mentir dans l'absolu, pourquoi on pense que c'est mal de faire souffrir les autres. Voilà. Est-ce que Lila, tu voulais compléter? Il y avait également la question de Xavier. Alors, ça me fait aussi beaucoup penser à la consommation, en fait. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est bien de prendre l'avion pour partir en vacances et pourquoi on pense que c'est finalement pas si bien de rester dans sa région pour prendre ses vacances? C'est un autre exemple, mais qui a des incidences sur notre, sur le système écologique. Donc là, on quitte la question des valeurs morales pour aller dans quelque chose de beaucoup plus quotidien qui est la consommation. Mais Xavier nous dit que aussi nos valeurs morales sont influencées par, tu disais la société, Orlando, mais aussi par le matraquage médiatique, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, bah, je sais pas si vous entendez les cloches, je suis désolée. Mais c'est comme ce que disait Orlando, c'est que c'est un peu un bouillon de tout ça et que, en fait, il y a un contexte social avec, par exemple, le fait qu'on valorise le fait d'aller découvrir un autre pays, ce genre de choses, le fait que ce soit pas du tout stigmatisé, même si ça devient un petit peu plus de prendre l'avion et que c'est quelque chose qui est considéré comme normal. Il y a aussi des conditions économiques qui sont plus ou moins favorables à ça, le fait que les vols soient moins chers que le train, des fois, bah, en fait, c'est juste une question économique de on va prendre le truc le moins cher, quoi. Donc il y a effectivement tout ce contexte social-là, l'influence aussi des personnes qui nous entourent, des médias, enfin il y a une multitude de facteurs. Et puis ensuite, tout ça c'est traité au niveau psychologique avec tous les défauts de traitement psychologique qu'on a. Par exemple, le fait qu'on rationalise, en fait. Très simplement, des fois, on fait des choses et c'est ces choses qui vont influencer nos valeurs morales. Par exemple, si je prends très régulièrement l'avion, bah, au lieu de culpabiliser en me disant peut-être que je devrais arrêter de prendre l'avion, peut-être que c'est pas si bien que ça, bah, en fait, je peux rationaliser en me disant oui, mais finalement, bah, tout le monde le fait, ou alors finalement, bah, c'est pas trop ma responsabilité parce que moi, c'est juste une seule personne, et il y a plein d'autres personnes dans l'avion, pourquoi ce serait à moi de changer? Donc, on a des mécanismes psychologiques qui sont assez forts pour nous faire un peu écraser nos valeurs quand ça devient un peu trop inconfortable. Et donc tout ça, ça se mélange et ça fait que malgré l'existence de valeurs qui peuvent être très importantes et très sincères, etc., ça se traduit pas toujours dans les comportements. Mais comme disait Orlando, là c'est une question d'ordre psychosociologique, c'est des questions comportementales, d'idéologie, d'attitude, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est vraiment de savoir déjà quelles sont nos valeurs. Parce que tant qu'on sait pas quelles sont nos valeurs, tant que c'est pas clair, ça devient difficile de dire, ok, est-ce que j'agis mal, par exemple? Parce que j'agis mal par rapport à quoi? On a besoin de savoir quelles sont nos valeurs derrière pour pouvoir raisonner comme ça. Et du coup, pour répondre à la question, peut-être pour faire un petit récap de comment on accède à ces valeurs racines-là,
globalement, il y a un peu deux méthodes, soit c'est quelqu'un qui nous le fait, soit on le fait nous-mêmes. L'idée, c'est de se poser des questions en se demandant systématiquement, ok, pourquoi? Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai cette valeur-là? Pourquoi je pense que la justice c'est important? Pourquoi je pense que la liberté c'est important? Est-ce que c'est vraiment en tant que tel ou est-ce que c'est parce que ça permet quelque chose? Et du coup, pour voir si c'est ce cadre-là, enfin pour voir si c'est en tant que tel ou si ça permet quelque chose, on peut mettre en balance des situations où d'un côté il y a la valeur en tant que telle, ce que je disais tout à l'heure, on donne enfin une liberté totale à tout le monde, versus un monde alternatif où on restreint les libertés, donc la valeur liberté n'est pas totale, mais on a d'autres choses en comparaison, lequel de ces mondes-là est préférable. Et ça nous permet de mettre en balance qu'est-ce qui compte vraiment finalement, est-ce que la liberté c'est ma valeur fondamentale ou est-ce que elle sert à quelque chose qui est ma valeur fondamentale? D'accord. Marianne? Et Ah, Orlando, tu veux rebondir d'abord et puis on donne la parole à Marianne ouais, après? en 2 secondes, en gros, la manière dont on peut commencer ce dialogue avec soi-même, c'est de se demander qu'est-ce qui est bon ou mauvais? Qu'est-ce que je pense qui est bon ou mauvais? Qu'est-ce qui qualifie quelque chose de bon ou mauvais? Et je vais commencer à identifier des principes. Et ces principes-là, derrière, bah, ça va me permettre d'avoir une base de départ pour voir bah, jusqu'où est-ce que je peux remonter. Là, ça y est, j'ai réussi à attraper un bout de fil. Comment je remonte tout en haut et je défais la pelote pour avoir vraiment le départ du fil. Marianne? Eh ben, c'était un peu la question que je voulais poser tout à l'heure. En fait, on est entre gens de gauche un peu radicales et donc on se retrouve tous autour de certaines valeurs, notamment l'humanisme, par exemple. Ce que tu disais, les autres ne doivent pas mourir. Pourtant, puisqu'on est là aussi autour de la politique, il y a quand même des valeurs totalement, moi, qui me choquent, puisque non humanistes, puisque, par exemple, sur les questions des migrations, on dit aux gens, bon, s'il vous plaît, si vous pouviez mourir en Méditerranée, quoi. Et moi, je me dis, en fait, on ne peut pas juste laisser des gens qui sont des gens comme nous mourir, en fait. C'est pas, ne serait-ce que parce qu'on est des humains. Et donc, alors, où passe la question des valeurs dans ces moments-là? Parce que ça voudrait dire que soit les autres n'ont pas de valeur, soit ils n'ont pas la valeur de l'humanité, mais à ce moment-là, bon, bah, là, moi, je me pose la question des valeurs, ou bien ces valeurs contre hyper contexte culturel ou contre hyper politique. Est-ce que Laurent Wauquiez a des valeurs? Voilà, je me pose ces questions-là. Je pense, si Lila, ça te va si je réponds ou tu voulais ajouter? Ouais, ok. Euh, alors, je suis pas sûr que l'humanisme, enfin, je pense que c'est plutôt un regroupement de valeurs. On est humaniste parce qu'on défend certaines choses. D'ailleurs, on pourrait se dire que l'humanisme en lui-même est pas forcément la valeur racine, parce que si on commence à dire que ce qu'il faut mettre au centre des préoccupations et les seuls individus qui comptent, c'est les humains, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient d'accord avec ça, même. Ici, si on commence à dire que, par exemple, il faut respecter les intérêts d'un chien, on va se dire, ah oui, donc, finalement, du coup, si l'humanisme est réservé uniquement aux humains, bah, on va peut-être se dire que finalement, il faudrait élargir un petit peu ce cercle de considération-là. On reviendra sur le principe de cercle de considération, mais en gros, qui compte moralement? Et qui compte moralement, on peut remettre en question le fait que ça soit juste les humains. Par contre, ce qu'on peut sonder quand on dit qu'on est humaniste, c'est pourquoi on est humaniste, quelles sont en réalité les valeurs qu'on défend. Et en fait, c'est parce qu'on considère que tuer l'autre pose problème que on le défend. Et en fait, du coup, si on se dit qu'on est humaniste et donc il ne faut pas tuer les autres, en réalité, c'est plutôt le contraire, c'est on pense qu'il ne faut pas tuer les autres et du coup, on est humaniste. Euh, on a d'abord ces principes-là et ensuite, on les regroupe à l'intérieur de quelque chose de plus général qu'on va nommer. Euh, Là, en l'occurrence, je pense que même chez nos opposants politiques, il y a ces valeurs-là, ces valeurs de, effectivement, par défaut, tuer, c'est mal, mais en contextualisant, en fait, on va avoir une négociation avec ce critère-là. Où en fait, par exemple, euh, euh, on va réinjecter des principes suprémacistes. D'ailleurs, l'humanisme en soi est un suprémacisme, hein, puisque si on se dit que c'est les humains par-dessus les autres, et donc bah, on va négliger les intérêts d'autres individus, bah, on peut parfaitement, au sein de l'humanisme, réavoir un suprémacisme qui va se justifier, par exemple, sur une base raciste, non pas en parlant de racisme pur, c'est-à-dire sur euh, tous les étrangers sont pareils, etc. Mais on va dire que c'est des incompatibilités culturelles, ou bien on va
attribuer des intentions qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, bien sûr qu'il ne faut pas tuer les gens, bien sûr que c'est triste que des gens meurent en Méditerranée, mais ces personnes viennent pour nous coloniser et remplacer notre culture, etc. Donc en fait, on ne fait que se défendre. Et donc, bah, finalement, même si on a la valeur que tuer, c'est mal, on va réussir à créer un discours comme ça pour légitimer la destruction des autres, parce qu'en fait, on invoque d'autres valeurs qui sont des valeurs de protection, des valeurs d'identité, bon, des valeurs très culturelles. Euh, enfin, de toute façon, toutes les valeurs sont culturelles, mais euh, euh, pour justifier, en fait, pour négocier avec la valeur ne pas tuer, bah oui, mais ne pas tuer, mais dans ces conditions-là, d'accord. Là, à ce moment-là, on peut. Et en fait, c'est sur les faits qu'on est plus, qu'on n'est pas d'accord. Euh, on n'est pas d'accord sur les intentions, sur pourquoi les gens viennent. On n'est pas d'accord sur les conséquences que ça aurait. Et on n'est pas d'accord sur la notion d'identité, de tradition, de culture, etc. Euh, au niveau des valeurs, on est très certainement beaucoup plus d'accord, juste on ne perçoit pas le monde de la même manière. Il y a moyen qu'en ayant, en discutant avec quelqu'un qui pense ces choses-là, en fait, on arrive à se mettre d'accord sur les valeurs et qu'en fait, on se rend compte que quand on parle maintenant de la partie descriptive, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on va pouvoir discuter là-dessus. Ce qui est beaucoup plus compliqué au niveau des valeurs. Une fois que moi, j'ai énoncé mes valeurs, que la personne en face, elle a énoncé ses valeurs, bon, bah, comment on fait? Comment on trie? Comment on convainc l'autre que euh, c'est un souci de faire souffrir si pour lui, faire souffrir n'est pas un problème. Comment on démontre ça? Voilà. Est-ce que enfin, ce regroupement, enfin, l'humanisme par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est ce qu'on appelle le cercle de considération morale, parce que ça prend en compte différentes valeurs morales, on peut dire ça? Alors, le cercle de considération morale, c'est qui sont les patients moraux, c'est-à-dire les personnes les individus, les entités qui bénéficient de notre cadre moral, c'est-à-dire de ce qu'on estime qui est bon ou mauvais. À qui est-ce que ça s'applique? Euh, et, et donc, l'humanisme induit un cercle de considération morale, les humains. Il estime que le critère qui fonde la patience morale, c'est le critère d'humanité. Est-ce que tu veux repartir peut-être du déroulement dont on avait discuté, on part du système moral pour arriver à la question de bah, qui Oui, est concerné, ce genre de choses? Vas-y. carrément. Euh, du, euh, du coup, On effectivement, en c'est... était, Oui, on en était aux valeurs racines. On a vu comment on les détermine, enfin que c'est très difficile justement de déterminer les valeurs racines. Et justement, comment on détermine maintenant les cercles de considération morale? Ça, c'était le cheminement que vous aviez au départ. Comment on détermine finalement qui est-ce qu'on peut le dire comme ça, bénéficiaire de notre système de valeurs? oui, oui. Je vais peut-être faire une précision pour passer d'un sujet à l'autre, là, pour parler définir ses valeurs racines, enfin, identifier ses valeurs racines, c'est pas les définir, c'est les identifier, et aller vers le cercle de considération morale. Euh, donc régulièrement, je tiens des stands et j'ai créé un jeu et je pense qu'il fonctionne très bien pour identifier ces valeurs racines. Je le fais jouer aux gens sur mes stands et je pense que ça marche pas trop mal. Et donc vous pouvez le reproduire chez vous. En fait, l'idée c'est de lister des actions et ensuite de les trier de celles que vous estimez être la pire à la meilleure. Et ça peut être n'importe quel type d'action. Et une fois que vous avez fait ce tri-là, vous vous posez la question de pourquoi vous avez fait ce tri-là. Comment ça se fait que vous estimez que, par exemple, se faire couper le bras, c'est pire que de manger des bonbons? Et vous allez avoir des réponses qui semblent tout à fait évidentes au début, mais une fois que vous sortez ces réponses-là, demandez-vous pourquoi. Et vous allez voir, c'est peut-être pas si simple que ça, parce que pour faire certaines évaluations et se dire ça c'est pire que ça ou ça c'est pire que ça, euh, et des fois ça permet vraiment de pointer, de mettre le doigt sur, ok, soit là mes valeurs sont pas claires, il y a un truc qu'il faut que je creuse. Euh, Soit au contraire d'identifier, ah ok, c'est pour ça que je pense ça, et donc ça me permet d'avancer et de remonter encore sur une étape. Quand vous n'arrivez plus à vous demander pourquoi, c'est que vous avez réussi à... Enfin, en gros, comme on ne peut pas démontrer qu'une valeur racine est vraie, euh, puisque il y a pas
on n'a pas encore découvert de morale absolue. On n'est pas capable de regarder dans un microscope pour voir quelles sont les vraies valeurs euh, morales qui seraient universellement bonnes. Il va bien falloir on fasse le travail avec nous-mêmes et qu'on sonde nos propres intuitions. Et quand on arrive à une pétition de principe, en fait, à une espèce de tautologie où en fait on va dire euh, ça c'est mal parce que le mal pour moi c'est défini par ça, donc ça c'est mal, c'est qu'on est arrivé au bout. Par contre, il faut essayer de le faire avec honnêteté et de vraiment se poser la question de si c'est bien ça. Et donc là, il faut multiplier les expériences de pensée, tester. Voilà, si on parlait de la liberté tout à l'heure, est-ce que je préfère être libre et totalement seul, ou alors je préfère sacrifier une partie de ma liberté pour avoir, par exemple, accès aux soins. Bon, finalement, peut-être que la liberté, c'est pas si racinaire que ça. Et ce qui m'a permis de faire ce choix d'arbitrer entre je sacrifie un peu de liberté face à la liberté totale, mais j'ai du soin, c'est peut-être le fait que ça va euh, améliorer mon existence. Et donc finalement, maintenant, c'est améliorer mon existence qui est la valeur. Bon, maintenant, je vais tester. Est-ce que je préfère améliorer mon existence ou bien, et voilà. Et on avance comme ça jusqu'à remonter à la base où on ne trouve plus rien pour avancer. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a identifié nos valeurs racines, on va pouvoir se dire, OK, donc le monde idéal, c'est le monde dans lequel, et donc là, en fonction de ces valeurs, on va avoir par exemple le maximum de telle chose, ou alors où le monde correspond parfaitement à telle chose. Par exemple, pour une personne qui est déontologue qui estime que mentir, c'est un problème, en soi, le monde idéal ne comprend plus de mensonges. Voilà. Euh, pour une personne qui est conséquentialiste, qui estime que euh, il va falloir, par exemple, minimiser les souffrances, son monde idéal ne comprend plus de souffrances. Voilà. Ça, c'est notre idéal. Notre idéal, ça nous permet de fixer un objectif. Si je sais que mon monde idéal, c'est ne plus avoir de souffrance, alors ce que je veux, c'est me diriger vers un monde qui minimise les souffrances, qui a le moins de souffrances possible. Une fois qu'on a ce système moral, donc qui nous permet de trier ce qu'on estime être bon ou mauvais, qui nous permet d'évaluer au quotidien, d'arbitrer les situations, les pensées, les idées, euh, il vient la question du cercle de considération morale. Donc, c'est-à-dire que maintenant que je sais ce qui est bon, c'est bon pour qui? Qui bénéficie de mon cadre moral et qui en est exclu? Pour ça, on peut faire donc ce travail en 4 étapes. On part de notre système moral, c'est donc qui va nous permettre d'avoir notre objectif. Donc, on a notre objectif. Je vais prendre par exemple minimiser les souffrances et je vais me dire, du coup, j'ai le besoin de savoir qui ça concerne. Donc, un besoin d'identifier mon cercle de considération morale. Qui ça concerne? Pour ça, je dois euh, déterminer les critères de patience morale. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'on euh, est concerné, qu'on est inclus dans ce cercle de considération morale? Sur quels critères? Et ce critère, une fois que je l'ai identifié ou que j'ai identifié les critères, ça va me permettre de savoir qui est concerné, qui possède ces attributs, donc ces critères, et donc fait partie de mon cercle de considération morale afin de servir mon objectif. Euh, c'est et là que c'est important d'insister sur la validité et sur la véracité. Donc, la validité, c'est est-ce que c'est logique? Est-ce que ce que je viens de dire est logique? La véracité, c'est est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Et quand on produit un argumentaire ou une pensée en éthique et donc en politique, on va avoir des prémices normatives et des prémices descriptives. C'est ce que Lila disait tout à l'heure. Il y a les faits d'un côté, les prémices descriptives. On décrit juste le monde, mais ça ne nous permet pas d'en tirer une conclusion sur ce qu'on doit faire. Et à côté, par contre, on a des valeurs, donc les prémices normatives, qui sont, elles, prescriptives, qui vont nous dire ce qu'il faut faire, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand on les met en concordance, quand on va dire le monde est de telle manière et ce qui est bon, c'est ça, alors on va tirer des conclusions. Euh, Si cette conclusion, donc là, dans le cadre, si on fait ce procédé dans le cadre du cercle de considération morale, il faut que le critère qu'on prend pour savoir qui est éligible à ce cercle de considération soit cohérent, soit connecté à la valeur de base. Si, par exemple, je sais pas, est-ce qu'on y va maintenant
Lila, peut-être tu le fais? Non, non, vas-y, finis et je compléterai, t'inquiète. Ok. Euh, du coup, je vais prendre un exemple absurde. Si je me dis que le critère, donc il peut y avoir des critères, pardon, qui sont de discrimination qui sont arbitraires et des critères de discrimination qui sont pertinents. Discriminer dans l'absolu, alors sociologiquement c'est chargé, c'est toujours quelque chose qui est vu comme quelque chose de négatif, une discrimination, mais discriminer dans l'absolu, c'est juste faire la distinction entre deux choses, et notamment une distinction dans les traitements. Mais le fait de discriminer un caillou par rapport à, par exemple, un être humain, sur un cercle de considération morale, c'est pas forcément absurde, parce qu'en fonction du critère qu'on prend, ça peut être pertinent. Typiquement, si je prends le critère de souffrance, que je me dis, bah, ce qui compte pour moi, c'est de ne pas faire souffrir, alors comme je ne peux pas faire souffrir un caillou, le critère étant la souffrance, donc la capacité à souffrir, bah, le caillou ne fait pas partie de mon cercle de considération. Par contre, les humains qui sont capables de souffrir, alors, font partie de mon cercle de considération puisque je peux les faire souffrir. Et c'est très important, ça, parce que c'est ce qui fait qu'il y a des discriminations qui sont arbitraires, qui reposent sur des critères qui n'ont aucune connexion, aucun lien avec l'objectif visé, avec l'objet du traitement, et il y a des discriminations qui sont pertinentes. Et c'est très important de distinguer les deux et de savoir comment produire justement ces évaluations-là. Et Lila, si tu veux reprendre. Ouais, je sais pas si... Parce que du coup, on pourrait dire, enfin, pour bien faire la distinction entre les critères de discrimination arbitraires et les critères de discrimination pertinents, on peut prendre l'exemple des discriminations très classiques. Quand je dis, par exemple, le racisme, ça n'a pas de sens parce que le critère de race, de nationalité, d'ethnie, etc., n'a pas de lien logique avec le fait de... genre, c'est pas pertinent parce que ça n'a pas de lien logique avec le fait de pouvoir prendre en compte les intérêts d'un individu. En gros, quelle que soit notre race au sens sociologique du terme, on a des intérêts à prendre en compte et il n'y a pas de lien logique entre le fait d'être d'une certaine race et le fait d'avoir ou pas des intérêts. Donc, je sais pas si je pense que je suis pas hyper claire quand je parle de ça, mais je vais essayer de reprendre. Euh, du coup, on a notre monde idéal, donc on a besoin de savoir qui est-ce que ça concerne. Et pour ça, il faut savoir quel critère est pertinent. Donc si par exemple je dis je suis pour la diminution de la souffrance, j'estime que le fait que les êtres souffrent, c'est pas souhaitable, il faut que je sache qui c'est qui est capable de souffrir. Et donc de ce point de vue-là, mon critère pertinent, ça devient la sentience. C'est le fait d'avoir la capacité à souffrir qui est pertinent. Et tous les êtres ou les entités ou les individus qui ne peuvent pas souffrir, qui ne sont pas sentients, par exemple les tables, j'ai pas besoin de m'en préoccuper parce que quelles que soient les actions que je fais, ça ne pourra pas avoir de conséquences positives ou négatives sur elles en termes de souffrance. De toute façon, elles sont incapables de ressentir ça. Et donc, mon critère de discrimination pertinent, c'est la sentience, le fait d'avoir la capacité ou pas de souffrir. En revanche, si je dis par-dessus, ok, mais du coup, je sais pas, les femmes par exemple, bah on s'en fout. Il n'y a pas de lien logique, les femmes elles peuvent souffrir tout comme les hommes, et du coup pourquoi je ferais une discrimination là-dessus? Et là ça devient une discrimination non pertinente, une discrimination arbitraire, parce qu'il n'y a aucun lien logique et que les deux peuvent souffrir. Dit comme ça paraît un peu absurde parce que on a l'intuition et la connaissance que tout le monde peut souffrir, enfin que les hommes et les femmes peuvent souffrir, et on est assez, comment dire, convaincu de ça. Mais quand on remonte au truc, il y a des cas où ça devient un peu plus touchy. Par exemple, je sais pas, est-ce que bon, souvent on peut avoir l'idée que les plantes peuvent souffrir. En réalité, les données nous montrent qu'elles souffrent pas, elles n'ont pas la capacité de souffrir. Et du coup, comme pour les tables, il n'y a pas de raison de s'en préoccuper si ce n'est parce qu'elles peuvent avoir des impacts sur autrui, que par exemple c'est le lieu de vie de certains individus qui eux peuvent souffrir, etc. Mais en tant que telles, elles peuvent pas subir les conséquences de nos comportements. Je vois qu'il y a une question, je laisse la parole. Ouais, Théo. Ouais, c'est plus un rebond et pour moi en fait c'était tout l'enjeu du code noir, c'était justement de mettre les personnes esclaves dans les biens meubles pour justement les sortir de la catégorie. Et c'est là en fait je trouve pour illustrer un peu ce que tu disais, là on voit bien cette histoire de catégorie, puisque justement, on a, pour pouvoir justifier le fait qu'on se préoccupe pas de la sentience des personnes esclavagisées, on les a même changées de catégorie. Et du coup, je trouve en miroir à ce que tu disais, c'était assez intéressant.
Absolument. Et je trouve que c'est un excellent exemple parce que du coup, là, on voit qu'il y a la valeur partagée qui est qu'il faut pas faire souffrir les individus. Et du coup, vu que c'est difficile de remettre en question les valeurs ou qu'elles sont tellement partagées, etc., ce qu'on va faire, c'est aller sur les faits en disant non, non, mais les Noirs, ils souffrent pas, vous inquiétez pas. Genre, du coup, on peut les réduire en esclavage, leur faire du mal, leur faire tout ce qu'on veut. Et en fait, quand on regarde, c'est aussi ce qui se passe actuellement avec les autres animaux. Dans les faits, vu qu'on est assez d'accord sur le fait que bah, tuer les autres, c'est pas tip top, que les faire souffrir, c'est pas ouf non plus, bah au lieu de remettre en question ces valeurs-là, parce qu'elles sont partagées et qu'a priori elles tiennent, elles sont assez solides, bah on va aller sur le truc de dire non mais ils souffrent pas, ou alors ils souffrent pas comme nous, ou on va le justifier avec d'autres éléments, etc., pour justement éviter d'avoir à considérer ces individus. Oui, donc en fait, on manipule plus facilement les faits que les valeurs. Bah, disons que les valeurs, c'est difficile d'en débattre, c'est ce que disait Orlando tout à l'heure, c'est que s'il y a un désaccord sur les valeurs, en fait, il y a des questions métaéthiques qui se posent, mais par exemple, si on considère que c'est des attitudes individuelles ou des trucs qui sont pas objectivement vrais ou objectivement fausses, ça pourrait être comme je dis j'aime les fraises et vous me dites j'aime les kiwis. Il y a personne qui a raison ou qui a tort. Ça, c'est une possibilité que ce soit comme ça. Et du coup, on peut pas en débattre. Il y a pas quelqu'un qui peut convaincre l'autre, quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Et du coup, on va passer sur les faits parce que là, pour le coup, on peut en débattre. Mais peut-être que justement, c'était le dernier point qu'on voulait aborder. Est-ce que tu veux passer là-dessus, Orlando, sur justement de comment on discute d'éthique avec les gens? Ça fait une très bonne transition. Le C'est- dernier point très court, parce qu'on a déjà beaucoup Hmm. parlé, il est déjà Ah, 11h05, mais quand même, comment on fait pour discuter d'éthique? Là, tu nous dis, Lila, ouais. quasiment que c'est impossible. Nos valeurs racines, elles sont comme ça. Et si j'aime les fraises et que toi, t'aimes les kiwis, à un moment, on peut plus en discuter. C'est une possibilité, c'est pas du tout consensuel en philosophie, mais c'est une possibilité. Après, il y a une autre possibilité qui est que effectivement, il y a des valeurs qui sont vraies et des valeurs qui sont fausses, et du coup, il y a quelqu'un qui se trompe, mais ça nécessite de déterminer quelles sont les valeurs objectives, quelles sont les vraies valeurs, et euh, à ce jour, j'ai pas connaissance voilà, de consensus là-dessus. Mais en fait, quelle que soit la position, qu'on ait des valeurs, enfin que les valeurs soient des faits objectifs ou que les valeurs soient relatives aux individus, de toute façon, ça va être difficile d'en discuter. Et c'est pour ça qu'en général, on passe sur les faits. Ok. Et alors, si on veut discuter d'éthique, comment on fait? Ouais. Alors, en fait, souvent, justement, on a là tout ce qu'on vient de dire par rapport aux discriminations pertinentes ou non pertinentes, ça dit pas que c'est ce qui les bon de faire. En fait, on ne produit pas une évaluation morale quand on fait ça. Quand on dit euh, il ne faut pas faire souffrir, donc les individus qui peuvent souffrir font partie de nos cercles de considération et c'est ces individus-là qu'on ne doit pas faire souffrir. En réalité, quand on a fait ça, on a fait une démonstration logique. Il y a effectivement, dans les faits, des individus capables de souffrir. J'invoque des valeurs qui sont il est mal de faire souffrir. Donc, la conclusion, c'est il ne faut pas faire souffrir ces individus puisqu'ils sont capables de souffrir. Et quand j'ai produit ça, on peut très bien me dire, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ne faut pas faire souffrir. Mais par contre, on est obligé de reconnaître la véracité sur laquelle ça repose, c'est-à-dire, oui, effectivement, ces individus sont bien capables de souffrir. Et le lien logique que je fais, c'est si effectivement ils sont capables de souffrir et si effectivement on pense qu'il est mal de faire souffrir, alors il ne faut pas les faire souffrir. Et ça, c'est l'évaluation de la validité. Ce qu'on est en train de dire, c'est que plutôt que de parler de la valeur morale, on peut parler des conclusions qu'on tire et de vérifier si elles reposent bien sur les faits au niveau descriptif, si elles sont vraies et si elles sont valides dans leurs conclusions, c'est-à-dire est-ce que ce que j'ai dit est logique. Et donc, ça nous permet déjà d'avoir deux axes supplémentaires pour discuter de morale au lieu de se battre sur les valeurs elles-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui défendrait une position raciste, euh, je vais avoir du mal à le convaincre que si sa valeur profonde, c'est que il y a on peut discriminer les individus qui nous sont inférieurs. Si c'est ça sa valeur, bah, je vais pouvoir aller sur les faits, sur le fait de dire en quoi l'infériorité euh, d'essence ou de capacité justifierait un traitement euh, nuisible. Puisqu'en fait, il n'y a pas de lien logique entre le fait de dire cet individu est inférieur à moi et euh, je peux le faire souffrir. Ça n'est pas valide de dire
puisque cette personne est inférieure, alors je peux la faire souffrir. En quoi la souffrance a un rapport avec une hiérarchie des sens? Est-ce que si cet individu souffre euh, de la même manière, a les mêmes raisons de ne pas vouloir souffrir, le même intérêt à ne pas souffrir, c'est pour ça qu'on parle d'égale considération des intérêts, à intérêt égal à ne pas souffrir, qu'est-ce qui fait qu'il y a une souffrance qui serait plus négligeable que l'autre? Et le fait donc d'invoquer un critère de suprématie ne n'est pas valide. Peu importe l'évaluation morale qu'on en fait, c'est-à-dire on n'est pas là pour dire que c'est bon ou mauvais. Ce qu'on peut dire, c'est je peux le rejeter par principe parce que c'est invalide. On pourrait même aller sur la question des faits, de démontrer l'existence de cette supériorité. Sur quoi est-elle fondée? Mais même si elle était fondée, ça serait toujours pas valide. Donc en fait, on a deux moyens de réfuter l'argument sans même avoir à rentrer dans le fait de dire c'est bien ou c'est mal, qui peuvent être des choses qui sont plus subjectives et beaucoup plus compliquées à discuter. Donc la première chose, quand on discute d'éthique, je pense que ce que je viens de dire est extrêmement important. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin que je le reformule d'une autre manière? Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. On essaie beaucoup de s'opposer au racisme, au sexisme, etc. par la moralité, alors qu'en fait, on pourrait juste réfuter par principe parce que ça n'est pas factuel et ça n'est pas valide. Euh, Personnellement, donc, moi, je considère que discriminer les autres euh, animaux sous prétexte de leur appartenance à une espèce différente que l'humanité, ça n'est pas un critère valide. Et donc, à chaque fois qu'on m'oppose des arguments qui justifient de faire souffrir les animaux, je commence toujours par dire, attends, ton argument, il dépend de la prémisse que euh, le critère d'espèce, il est pertinent pour décider qui compte moralement, et ça, je ne peux pas y adhérer par principe. Il va falloir que tu me démontres que c'est quelque chose de valide, que c'est quelque chose de cohérent. Et tant que c'est pas cohérent, j'ai juste pas à... je ne peux même pas accepter ou entendre le moindre argument. Je dis pas que c'est immoral ou moral, je dis juste que c'est même pas... On peut même pas le formuler de manière logique. Donc tant que tu me le... Tu ne me pas que c'est valide, que c'est logique, l'argument ou des prises de parole. C'est même pas une question morale, en fait. C'est avant la question morale. C'est déjà sur la question des faits. C'est ça. On pourra faire l'évaluation morale une fois qu'on sera d'accord que c'est bien factuel et que c'est bien valide. Alors, il est déjà 11h30, donc on va pas trop tarder, mais quand même, j'ai vu que Laurence et Théo souhaitaient intervenir, donc je vais leur donner la parole à tous les deux, et puis tout doucement, on va aller vers la conclusion de cet échange. Alors, Laurence d'abord? Oui, comme tu proposais de donner un autre exemple et que ça me semble particulièrement important, par exemple pour dialoguer avec des gens qui pourraient voter RN, j'aimerais bien avoir d'autres exemples concrets, tu vois, où ça puisse nous servir dans une discussion pour faire réfléchir les gens, enfin voilà, des gens qui seraient tentés par euh, par l'extrême droite, de les faire remettre en cause un peu leur raisonnement, tu vois, de percuter. Et là, après, ce que tu expliques, c'est bien, mais est-ce que ça va suffire, tu vois, voilà, c'est pour certaines personnes, est-ce que l'argument effectivement, de critères objectifs va être suffisant? Est-ce qu'il faut pas plus les pousser dans le moral plutôt que enfin bon, Ah, est-ce qu'il y a un autre biais par lequel on pourrait leur faire comprendre que ils sont pas, ils renoncent un peu quelque part à leur humanité, enfin, tu vois, plutôt qu'un critère comme ça, plus objectif. alors, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que pour réfléchir à la politique, il faut qu'on sache quel est notre idéal, et pour être sûr qu'on sait quel est notre idéal, il faut qu'on connaisse nos valeurs morales, il faut qu'on soit capable de faire l'évaluation de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Sinon, en fait, on risque juste de se tromper. Il y a des choses qui sont très contre-intuitives, et quand on cherche à connaître son système moral, on peut arriver avec des conclusions où on se dit, ah mais attends, du coup, si c'est bien ça, mon système, alors je dois penser que... Or, ça n'est pas ce que je pense. Et donc, soit on s'est trompé sur son système, soit il faut changer ce qu'on pense. Il faut changer les conclusions. Et il y a des choses qui peuvent être très, très contre-intuitives. Pourtant, bah, c'est extrêmement important de l'avoir, notamment au sein d'un groupe politique, pour discuter ensemble. Parce que si on n'est pas d'accord sur nos objectifs, comment est-ce qu'on peut s'entendre sur les moyens? Le système moral, c'est ce qui nous permet de se mettre d'accord sur
l'objectif, sur pourquoi l'objectif, et donc sur comment est-ce qu'on y va en étant sûr de respecter cet objectif, de ne pas se perdre en chemin. Euh, le, la question de convaincre, elle est beaucoup plus compliquée parce que là, on va aller sur justement le fait de désamorcer les mécanismes de résistance à l'éthique, donc c'est-à-dire le fait de désamorcer la dissonance, les mécanismes de réduction de la dissonance cognitive. Euh, et donc, ça demande, par exemple, toute une disposition sur la communication où il faut essayer que la personne nous voit d'un bon œil et ait envie d'être d'accord avec nous, qu'on commence pas à l'antagoniser ou à créer un rapport de force qui fait qu'on sera forcément, euh, on poussera l'autre dans la réactance, le fait de vouloir s'opposer à ce qu'on dit. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui marche bien, c'est les entretiens épistémiques où en fait, on cherche à comprendre la position de l'autre, on cherche à savoir pourquoi elle pense qu'elle pense. Euh, Typiquement, si on se retrouve à discuter avec des personnes d'extrême droite qui vont, par exemple, être climato-dénialistes, donc qui vont nier qu'il y a un changement climatique, on peut parfaitement leur dire, OK, mettons qu'il y a un changement climatique, mettons, on ne sait pas, il y en a peut-être un, il y en a peut-être pas. Si jamais il y en a un, est-ce que c'est un problème? Et là, on va pouvoir sonder la valeur. Si la personne dit, bah oui, effectivement, ça serait un problème. Pourquoi ça serait un problème? Bah parce que, effectivement, les écosystèmes vont être perturbés, la vie sur Terre va être plus compliquée, des gens vont souffrir, etc. Ok, donc on est d'accord sur les valeurs. Ce sur quoi on n'est pas d'accord, donc maintenant, c'est les faits. Or, les faits, moi, à titre personnel, j'en débat pas. Je considère que c'est une question d'information. Donc, si tu penses que effectivement, ça serait un problème si c'était le cas, tu as tu dois comprendre que tu as la responsabilité de t'informer pour savoir si effectivement c'est le cas, puisque tu agirais contre tes propres valeurs si en effet le réchauffement climatique existait. Et maintenant, on débat des faits. On n'est plus en train de débattre des valeurs. Si la personne dit, même si le réchauffement climatique existait, ça ne poserait pas de problème, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre la personne que le réchauffement climatique existe. Donc, en fait, on s'épargne déjà du temps en identifiant si les personnes ont des valeurs de véracité, si les faits les intéressent, et si elles ont des valeurs de validité, c'est-à-dire si la logique les intéresse. Si elles n'en ont rien à faire des faits et si elles n'en ont rien à faire de produire des raisonnements cohérents, alors débattre avec elles, ça va juste être perdre du temps. Il faut passer à la personne d'après. Mm. Et alors là, la deuxième étape, l'étape des faits que tu décris, elle est tout aussi vertigineuse en ce moment avec l'actualité des fake news et où tout est remis en question. Et donc là, on est face à un autre problème, mais bon, on n'a qu'une heure, on n'avait qu'une heure, et donc c'est déjà bien d'avoir pu échanger de tout ça. Merci beaucoup. Là, ça me donne envie, tout cet échange qu'on vient d'avoir, déjà d'expérimenter je ne sais pas si c'est sous forme de questionnaire ce que tu proposes, Orlando, mais le jeu pour justement qu'on puisse revenir à la racine de nos valeurs, vraiment à la source, hein. C'est un peu une autre image, mais ça me paraît important. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est dans les mois qui viennent, ou je sais pas, faudra qu'on y réfléchisse ensemble, qu'on puisse mettre en pratique, parce que là, ce que vous nous avez expliqué, Lila et Orlando, c'est des choses qui sont très théoriques, rationnelles, intellectuelles. Ce qui me paraît important, ce serait de prendre un cas concret et de pouvoir justement le décortiquer et voir comment il fonctionne dans le système que vous venez de nous exposer. Et on pensait à un élément en particulier qu'on a déjà en tête, c'est la question de l'intelligence artificielle. Comment on agit face à cette grande question qui nous saute au visage, aussi en fonction de nos valeurs racines. Et donc, je pense que là, toutes les réflexions qu'on a eues ce matin seront d'un grand secours pour justement discerner tout cela. Donc, merci beaucoup. On va en rester là pour aujourd'hui. Il est déjà 11h37. On a un petit peu dépassé, mais bon, c'est les 5 minutes du début qui se reportent à la fin. Je vois qu'Alix a encore une petite parole à partager avant qu'on vous remercie. Vas-y, Alix. Oui, c'était juste pour dire s'il y a des nouveaux et des nouvelles que lundi, on a le pôle accueil, il organise une discussion à 21h pour l'accueil des nouveaux et nouvelles. C'était juste pour le dire puisque il y a quelques personnes connectées. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, vous revenez vers nous et on vous accueille avec plaisir. On vous parle du mouvement plus en détail si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup. Merci, merci. c'était super Merci à vous. intéressant. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'était super. Merci Lila, merci Merci. Orlando d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et puis à très bientôt pour d'autres brunchs radicaux. Merci à vous. Au revoir.